Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Vayakel. On est aussi Shabbat Shkalim, ce Shabbat, puisqu'on va sortir deux Sifrei Torah. Le premier pour Parashat Vayakel, le deuxième, on va lire dans Parashat Shemot, dans Parashat Kitissa, pardon, dans Sefer Shemot, on va lire la mitzvah de Machatzit HaShekel, puisqu'on est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar Bet. Et donc à partir de maintenant, on va commencer les quatre parachiotes qui vont nous accompagner jusqu'à Pessah Be'ezrat Hashem. Alors que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient les Ilou Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats qui sont tombés au front, toutes les personnes qui ont été assassinées chez Hashem Ikom Damam. Ve'le'avdil ben ametim lachaim shakadosh baruch hu ishlar refoua chez Lema, la bonne santé à tous les malades du Kalal d'Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, tous les soldats qui sont blessés, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et bien sûr, et enfin, toutes nos tfilotes, tous nos mitzvot, les maasim tovim, tout ça, ça va pour le mérite et la hatzlacha, la réussite de nos chayalim, de nos soldats, et le retour très très rapide, Be'ezrat Hashem, de tous les otages, Brim, Veshlemim. Alors ce que je vais dire aujourd'hui, contrairement à notre habitude, on va plus parler de la fête donc de Purim, et essentiellement basé sur euh, une des sikhot du Rav Reuven Sasson dans Talalé Chaim sur Purim, qui lui-même amène en référence le char à Kavanot du Harizal sur Purim. Alors on va essayer de comprendre, comme on a l'habitude de le faire ensemble, on va essayer de comprendre un petit peu déjà un angle un petit peu différent et nouveau, j'espère, de Purim, de la fête de Purim et de la grandeur de la fête de Purim grâce au Rav ici. Mais plus que ça, on peut même voir comment cet enseignement, et c'est ce que j'aime bien, ce que j'essaie de partager avec vous à chaque fois, comment cet enseignement il peut nous servir à nous, à mieux comprendre, à mieux vivre notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, dans son immense bonté, eh bien, il nous a mis dans ce monde, puisque nous, on ne peut pas comprendre comment se passent les choses dans les mondes supérieurs, on n'a pas de hasaga, on n'a pas de compréhension comment les choses se passent dans les mondes supérieurs. Eh bien, de la même façon qu'une ombre, eh bien, elle reflète un objet à travers la lumière, elle reflète un objet qui vient de mondes plus élevés. Et bien la même chose quand on prend ces mondes, les mondes d'en bas, en fait, quand on vient à regarder ce qui se passe dans les mondes d'en bas et à être mitbonen, à réfléchir sur comment les choses se passent dans les mondes d'en bas, eh bien on peut essayer de comprendre un peu mieux comment les choses, elles sont dans les mondes supérieurs, d'accord? Et bien sûr, chacun, en fonction de son degré de hasaga, de compréhension, de son degré d'étude, de son degré de pureté dans sa façon de regarder les choses et d'appréhender les choses et de comprendre les choses, eh bien, il peut essayer de mieux comprendre comment les choses vont se passer dans les mondes supérieurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le Rav vient nous dire que tout ce qui s'est passé, et on va le revoir à la période de Purim, eh bien, tout ça, si on regarde l'origine de tout ça, la relation qu'il y a entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien, Chazal nous dit qu'on peut comparer cette relation, comme il est écrit dans Shir HaShirim, entre l'oncle et sa bien-aimée, d'accord, entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, que ce soit à un niveau collectif ou à un niveau individuel, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu et chacun d'entre nous, Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël en tant que peuple, eh bien cette relation-là, elle peut être comparée aussi à la relation qu'il y a entre un homme et une femme. C'est le même parallèle qu'on voit, un homme entre Adam et Chava, et comme on va voir, on va revenir à Adam et Chava, Adam et Ève, eh bien cette même relation, c'est la relation qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il y a à chaque fois le mashpia, celui qui donne, et le mekabel, celui qui reçoit. D'accord? Eh bien, quand on regarde les textes et la paracha de Bereshit, dans le Perek Bet de Bereshit, quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, eh bien, il est écrit que, pour ceux qui veulent aller voir, c'est le pasuk Yutret, Vayomer Hashem Elokim Lotov Heyot Adam Levado et Selo Aizer Kenegdo. C'est pas bon que l'homme y soit tout seul. Je veux lui faire un Ezer Kenegdo. Je veux lui qu'il ait, si je traduis mot à mot, une aide en face de lui. Kenegdo, c'est en face de lui, pas contre lui, mais en face de lui. Et Chazal nous disent, et c'est ce que vient nous expliquer le Harizal, qu'en fait, c'est bien connu que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme tout seul. Il y avait déjà l'homme et la femme, mais ils étaient une seule entité, comme des siamois. Ils étaient collés dos à dos. Et donc, on a en fait trois étapes qui sont distinctes et qui sont des étapes qu'il est important de comprendre et qu'on va juste essayer de détailler. Quand on voit les psukim ici, en fait, c'est exactement ce qui se passe.
puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est pas bon que l'homme il soit tout seul, l'évado, dans le sens qu'il soit collé, comme Chazal nous explique, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit dos à dos Adam Vechava, eh bien il faut qu'il soit Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que je les remette face à face. Pour passer de dos à dos, quand ils sont collés dos à dos et qu'ils sont une seule entité, à deux entités a priori indépendantes mais qui soient face à face, j'ai besoin de passer par une période de scission, ce qu'on appelle une période de Nessira, d'accord? Pour pouvoir séparer quand ils sont dos à dos, je dois les séparer pour pouvoir ensuite les remettre face à face, d'accord? Et donc ces trois périodes-là, ces trois étapes-là, d'accord? Elles s'appellent Achor Be'achor, c'est-à-dire dos à dos. Nessira, c'est la scission, la coupure entre ce corps qui était, cette entité qui était faite de deux corps, pour pouvoir remettre les deux corps face à face, panim bepanim, d'accord, face à face. Alors vous comprenez bien que si je regarde ça, et comme nous disent Chazal, ces trois étapes-là, ces trois étapes se retrouvent et on retraverse ces trois étapes plusieurs fois dans une même journée. C'est-à-dire qu'il y a des notions dans la relation entre un homme et une femme, c'est-à-dire entre Akadosh Baruch Hu et chaque Ben Israël, de dos à dos, où la communication dos à dos, c'est pas une communication parfaite, d'accord? C'est une communication qu'on va voir qui est une communication imposée, d'accord? Et il va y avoir des périodes de Nessira, des périodes de scission, des périodes où, a priori, on s'éloigne l'un de l'autre, c'est-à-dire on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on a beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions, mais cet éloignement, en fait, il est fait pour, au bout du compte, remettre les deux entités face à face pour vivre une relation et une communication qui soit pleine, qui soit au plus haut, d'accord? La communication, cette relation entre nous et Akadosh Baruch Hu, qui soit la plus intense possible, elle est quand on est panim bepanim. C'est là où il y a un yichud, où il y a une fusion entre Akadosh Baruch Hu et nous, entre un homme et une femme. Et donc, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous dit dans la Torah, Vayomer Hashem Elohim, Lotov Adam Lotov Eyot Adam Levado, et c'est lo Ezer Kenegdo. Cette relation de Achor Be'achor, dos à dos, c'est pas la relation, la finalité des choses que Akadosh Baruch Hu a voulu. La relation qu'a voulu Akadosh Baruch Hu au bout du compte, c'est que on soit face à face. Maintenant, pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, juste pour vous dire que le Harizal nous dit que la période de Galout, puisque si je remets les choses dans un contexte historique, Purim est venu quand? Purim est venu à la fin, on est après la destruction du premier temple, et on est à la fin des 70 ans où la prophétie nous avait dit, est écrit que dans la prophétie, il est écrit que au bout des 70 ans, eh bien, Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que le deuxième Beth Amikdash va être construit. Eh bien, on arrive à la fin de ces 70 ans-là, et par des comptes qui sont mal faits, Achashverosh, lui, accompagné et motivé par Aman, d'accord? Eh bien, Achashverosh, il va faire un festin, puisqu'il va fêter le fait que, en fait, le Beth Amikdash, la prophétie ne se réalise pas, et les Bnei Israël vont, malgré le refus de Mordechai, qui était le Rosh Hassanedrin, la tête du tribunal rabbinique de l'époque, qui leur avait dit de ne pas aller à ce festin-là, puisque à ce festin, qu'est-ce qu'a fait Achashverosh? Il a pris les habits du Kohen Gadol, il a sorti tous les ustensiles du Beth Amikdash, et il les a mis et ils les ont souillés, ils ont fait ce festin en utilisant les ustensiles du Beth Amikdash pour dire Akadosh Baruch Hu, puisque le Beth Amikdash représente la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu, le point de connexion entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien Akadosh Baruch Hu, la prophétie ne se réalise pas et il n'y a plus donc a priori de contact entre nous et Akadosh Baruch Hu. Le Harizal nous dit que cette période de galoute, d'exil, c'est la période où on est donc dos à dos, où la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle est loin d'être parfaite. C'est une relation où on est ce qu'on appelle dans le Esther, c'est-à-dire dans le Esther, ça veut dire le voilement. C'est-à-dire, je ne parle pas de Esther Amalka, qui c'est bien sûr le nom est lié, mais quand Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, qui est paracha de Kitissa, Mani Aster, Astir et Panaï, je vais voiler ma face de vous, c'est-à-dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas visible, on ne la ressent pas de façon pleine, donc on n'est pas panim bepanim, mais au contraire on est dans un ester panim, c'est-à-dire on est dans la voile elle est cachée et on est dos à dos. Quand on est dos à dos, forcément et collé dos à dos, on ne peut pas voir la face de la personne avec qui on est collé. Là, la même chose. Et cette relation-là,
pour pouvoir passer, si on regarde comment les choses sont détaillées dans la paracha de Bereshit, pour pouvoir effectuer le passage de dos à dos, qui est la scission, et qu'on remet les deux corps, Adam et Chava, face à face, Ezer, Kenegdo ou Panim, Bepanim, eh bien il fallait que Akadosh Baruch Hu, comme c'est écrit dans la paracha, un tout petit peu plus loin, donc le verset 21, Vayapel Hashem Elokim Tardema ala Adam, Vaishan, Vaikach Achat Mitzalotav, Vaisgor Basar Tartena. Donc Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir faire la femme, pour pouvoir faire Chava, qu'elle soit indépendante de Adam, eh bien il a fallu qu'il endorme, qu'il fasse que Adam soit endormi, que l'homme soit anesthésié en quelque chose, en quelque sorte, pour pouvoir justement faire cette scission et pour pouvoir faire grandir et rendre indépendante Chava, pour qu'elle se puisse se retrouver face à face avec Adam et que la relation puisse être complète. D'accord? Maintenant, faites attention, quand on regarde le texte et les différentes étapes, donc quand on continue le passouk d'après, Vaïven Hashem Elokim et Atzela Asher Lakach Mina Adam Leisha, d'accord? Vayaviea El Adam, donc Akadosh Baruch Hu, il a créé, il a formé à partir de la côte de l'homme, si je traduis ici, qu'il a pris de l'homme, il a formé la femme, d'accord, pour qu'elle puisse être elle-même, et il l'a amenée devant l'homme, c'est-à-dire face à face. Maintenant, si on fait attention, pendant toutes ces étapes, l'homme, d'accord, qui est dans le parallèle entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, l'homme c'est Akadosh Baruch Hu et la femme c'est Knesset Israël, c'est le peuple d'Israël. Alors l'homme est en quelque sorte, comme on dit ici, endormi, c'est-à-dire anesthésié, pour que la femme puisse, elle, se construire. Donc si je fais le parallèle, c'est comme si je disais que Akadosh Baruch Hu est en quelque sorte endormi, d'accord, si on peut parler comme ça, pour pouvoir permettre à Am Israël de devenir un peuple, de grandir tout seul et de devenir un peuple indépendant. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que si on regarde dans la Megillah, c'est exactement ce que nous dit le Harizal, que quand il est écrit que Aman il a été voir Achashverosh et il lui a dit je veux qu'on signe des décrets contre le peuple juif. Achashverosh lui a dit mais enfin tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas que chaque roi ou chaque décisionnaire qui a voulu prendre des décrets contre le peuple juif, eh bien, ça a mal tourné pour lui. Et Aman de lui répondre et de le convaincre en lui disant, oui, mais Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad. Yeshno, Chazal nous disent, Yashan a Elokim Elokeem Shelahem. Elokav Shelahem. Leur Dieu, entre guillemets, si on peut parler comme ça, s'est endormi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus cette présence a priori entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et donc, si au moment où Akadosh Baruch Hu s'est endormi, c'est un moment de Esther Panim, un moment où la présence d'Akadosh Baruch Hu est moins sensible, on peut moins la sentir, d'accord, moins perceptible. Et bien à ce moment-là, c'est comme si Akadosh Baruch Hu s'était endormi. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu a endormi l'homme pour pouvoir construire la femme. Donc pour pouvoir, je reviens sur le parallèle, pour pouvoir construire le Ham Israël, il fallait que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, si on peut parler comme ça, soit endormi ou soit a priori détaché du Ham Israël. Et à ce moment-là, c'est le moment de la galoute. C'est ça la galoute. La galoute, c'est le Esther Panim où on a l'impression que le contact avec Akadosh Baruch Hu, il n'est pas très mouchachi, il n'est pas très clair, il n'est pas perceptible, on n'arrive pas à le sentir de façon tangible. D'accord? Ce moment-là, la galoute, quand on arrive à la fin de la galoute, il y a une période encore plus dure qui est la période justement de la Nessira. Après cette anesthésie, on fait maintenant la Nessira, c'est-à-dire la scission entre l'homme et la femme, entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Astara chez Bahastara, chez Betor Astara. C'est-à-dire qu'il y a un double voilage, c'est-à-dire que même quand on sait que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas avec nous, quand on sait qu'il n'est pas perceptible, qu'on n'arrive pas à voir Akadosh Baruch Hu de façon concrète, mais on sait qu'il est là. Ça, c'est un degré de Hastara, un degré où Akadosh Baruch Hu est caché, mais on sait qu'il est là. Mais il y a un degré qui est Hastara chez Betocha Hastara, chez ces deux degrés où Akadosh Baruch Hu est complètement voilé. C'est-à-dire que d'abord on ne le voit pas, ça c'est le premier degré, mais on a perdu l'espoir que Akadosh Baruch Hu est derrière ce premier degré où on ne le voit pas.
Et ça, c'est-à-dire qu'on a perdu a priori toute connexion avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le moment de la Nessira, le moment de la scission, où effectivement, ça correspond à un moment où les deux corps ne sont plus liés, d'accord, et ils sont complètement indépendants. C'est pour le bien, puisqu'au bout du compte, c'est pour les remettre face à face. Mais en attendant, à ce moment-là, c'est un moment qui est un moment très très délicat et un moment très douloureux. Et c'est à ce moment-là que Haman a dit Yeshno Am Echad Mefuzar Umforad. C'est à ce moment-là qu'il a dit à Achashverosh c'est maintenant qu'il faut les décimer, c'est maintenant, Chasvé Shalom, qu'il faut essayer de les éradiquer, puisque à ce moment-là, c'est le moment où ils sont le plus loin de Akadosh Baoru, si on peut parler ainsi. D'accord. Si on prend la relation et la relation que le Rav dans Talali Chaim il nous prend, et je pense que c'est une très belle parabole. C'est de la même façon qu'on peut parler entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, cette relation-là, on a dit, c'est la même entre un homme et une femme. On peut prendre un troisième niveau de parallèle qui est en fait entre un père et son fils. Entre un père et son fils, quand l'enfant est tout petit, eh bien, quand l'enfant est tout petit, l'enfant il n'a pas de da'at, d'accord, il ne réfléchit pas encore. Eh bien, l'éducation va être une éducation qui va être une éducation en gros qui est dictée par les parents, qui est imposée par les parents, bien sûr pour le bien de l'enfant, mais l'enfant ne va pas chercher à comprendre, il va faire ce que ses parents lui disent de faire. De la même façon que les parents, bien qu'ils soient au courant et qu'ils soient conscients des motivations et on va dire de la pnimiout, des raisons profondes pour lesquelles ils disent à leurs enfants de faire telle et telle chose, ils ne vont pas leur dire le côté pnimi, le côté profond des choses, mais uniquement ce qu'il faut faire puisque l'enfant n'est pas à un niveau où il peut comprendre. Ça, c'est comparé à la situation de dos à dos, qui est une situation où on impose, donc il y a un côté qui est mashpia, qui donne, d'accord, et un côté qui reçoit, qui est l'enfant, qui lui, en fait, va recevoir ce qui lui est imposé. L'enfant vient à grandir, et il vient à grandir d'abord au niveau de son corps, et après qu'il ait grandi au niveau de son corps, c'est-à-dire au niveau superficiel, au niveau de Hitsoni, eh bien, il va commencer à grandir au niveau de son intellect. Il va commencer à réfléchir, il va commencer à comprendre le kécher qu'il a avec sa pnimiout, avec sa neshama, le lien qu'il a avec sa neshama. Il va commencer à découvrir qu'il a une neshama en lui, qu'il a des volontés en lui. Et là, il va commencer à se poser plein de questions sur les choses que jusque-là, il prenait comme des choses qui étaient reçues de façon sans trop comprendre par ses parents. Et là, il va commencer, c'est l'âge de l'adolescence, où on se remet en question, où on remet en question tout ce qu'on a appris jusque-là qui était imposé, que je n'ai pas choisi moi comme mode de vie, mais qu'on m'a imposé. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à se dire, oui, mais pourquoi je fais ça? Et pourquoi comme ça? Et je veux grandir, je veux me sentir indépendant. Et donc, je veux me sentir moi, en fait, prendre mes décisions, non pas par quelqu'un qui est extérieur à moi, qui vient maintenant m'imposer, puisque maintenant je passe d'une étape où je suis dos à dos à une étape où je veux me séparer, je veux grandir, et c'est normal, et je veux être indépendant. Et donc, je veux me faire mes propres, on va dire mes propres principes, mes propres raisonnements. Et donc, je remets tout ce qui a été jusque-là imposé en question. Cette période-là, c'est la période donc de la galoute, la période où le kécher, le lien entre le père et l'enfant qui est adolescent, c'est un lien où l'enfant, par nature, il va vouloir un petit peu se révolter contre son père, contre ses parents, pour pas prendre tout de façon j'absorbe tout sans moi, mettre un filtre où j'ai ma personnalité moi, puisque je veux grandir, je veux moi aussi avoir mon indépendance et je veux grandir et me faire mes propres idées. Et donc va commencer à mettre tout en question. Et donc ça, c'est la Nessira, d'accord. Pour au bout du compte arriver à un panim et panim. Et cette relation-là entre le père et l'enfant grandit. Et puis, quand il va grandir et après qu'il ait passé ce stade de l'adolescence, dans la plupart des cas, et on l'a tous vécu, eh bien, pour la plupart des choses, bien sûr, on va se faire notre propre personnalité. Bien sûr, on va appliquer les mitzvot qui nous ont été donnés et l'éducation qui nous ont été données par nos parents. Et certaines choses maintenant que je faisais de façon qui était imposée par mes parents, eh bien, après avoir fait cette démarche dans l'adolescence de questionnement et de ribour et de connexion à ma pnimiout, à mon identité à moi, eh bien, je vais faire ces mêmes mitzvot, d'accord. Si à l'étape de la Nessira, à l'étape de la scission, les choses se sont bien passées, je vais faire ces mêmes mitzvot, mais de façon complètement différente.
Parce que maintenant, je vais faire les mêmes mitzvot et les mêmes choses que mon père m'a demandé de faire, mais je ne les fais plus parce qu'il m'a demandé de le faire. Ou pas plus uniquement parce qu'il m'a demandé de le faire, mais parce que j'ai choisi, moi, de les faire. Parce qu'après avoir justement passé cette étape de réflexion, d'adolescence, où où j'ai grandi, où je me suis formé de moi-même, eh bien, je reviens panim et panim. Et cette relation que j'ai maintenant avec mon père, quand je fais ce qu'il m'a demandé de faire, même quand j'étais petit, mais même si je fais la même chose de façon extérieure que ce que je faisais quand il m'a demandé de faire quand j'étais petit, maintenant je le fais, mais je le fais par moi-même. C'est mon juge, ma propre personnalité qui me dit de faire ça. Et cette relation, elle est beaucoup plus forte. Une mitzvah, quand on la fait, parce que maintenant je passe au parallèle de Akadosh Baruch Hu et nous, il y a toute une période dans la vie d'un homme, et tout le temps ça revient de façon cyclique sur différents types de mitzvot. Eh bien, il y a des mitzvot qu'on fait, elles nous ont été imposées dos à dos, d'accord. Elles nous ont été imposées, je les fais. Je vais avoir un moment, l'otov et yot à Adam, levado. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pas la relation que je veux avec vous, c'est pas une relation imposée. Je veux que vous grandissiez, que vous puissiez grandir pour justement que vous viviez ces mitzvot, cette relation avec moi, d'une façon qui soit une façon prairie, une façon volontaire, que vous ayez choisi, vous, de vivre la Torah, de vivre les mitzvot, parce que vous avez choisi. Et ça passe forcément par un stade où je vais me poser des questions. Pourquoi je fais telle mitzvah? Et pourquoi je fais ça? Parce qu'une personne qui fait tout le temps les mitzvot de façon imposée, c'est-à-dire dans une relation avec Akadosh Baruch Hu dos à dos, eh bien, il y a un moment où ça peut casser, où ça peut être lourd, où la personne, elle a grandi, et dans ce moment de scission où il veut se séparer parce qu'il ne voit pas l'intérêt de faire ça, il ne comprend pas ça parce que ce n'est pas des choses qu'il a envie de faire lui, mais c'est des choses qui lui ont été imposées, eh bien ça peut casser. S'il ne fait pas l'effort justement d'essayer de se tourner vers sa pnimiout, vers le lien qu'il a avec sa neshama, et d'essayer de comprendre à travers l'étude des textes et l'étude des lois, eh bien, il ne pourra pas arriver à un panim bepanim s'il ne fait pas cet effort d'introspection. C'est exactement ce qui s'est passé à Rabotai à l'époque de Purim. Bien sûr, on pourrait regarder dans les textes, mais il faut voir comment justement Mordechai, à l'époque de Purim, donc la galoute, comme nous dit le Harizal, c'est l'époque de Achor Be'achor, dos à dos. La fin de la galoute, avant justement qu'on arrive à la Géoula, c'est le moment où les ténèbres, elles sont les plus sombres, d'accord. C'est ce qu'on appelle Ayelet HaShachav, d'accord. C'est justement les premières phases juste avant, c'est la fin de la nuit, juste avant le lever du soleil, et c'est exactement le Mizmor qu'a chanté Esther, d'accord. Sur Ayelet HaShachar, c'est ce moment qui est le plus sombre, c'est la fin de la nuit, c'est le moment de la Nessira, c'est le moment de la coupure, le moment où a priori les Bnei Israël, comme c'était l'époque à Purim, ils ont été faire le festin avec Achashverosh, avec Aman, avec les Kélim du Beth Amikdash. Sous-entendu, on a compris a priori que Akadosh Baruch Hu nous a laissé tomber. Chas Shalom. D'accord. Et ça, c'est le moment de la Nessira, le moment qui est le plus sensible. Mais ce moment-là, heureusement que dans ce monde-là, à ce moment-là, il y avait une Ehara, une lumière dans les mondes inférieurs qui, lui, était là pour justement permettre au Ham Israël, grâce à sa force, de revenir panim et panim, et c'est Mordechai. Mordechai et Esther. Essentiellement Mordechai et Esther. Et quand on dit quand on lit la Megillah, au bout du compte, toutes ces retournées de façon très très brutale, et c'est comme ça que se passe la relation entre nous et Akadosh Baruch Hu. D'un coup, un homme, il va faire teshuva sur certaines mitzvot, et d'un coup, il va avoir cette relation dans certaines mitzvot qui, au lieu de devenir de façon imposée, maintenant que j'ai étudié cette mitzvah, maintenant que j'ai étudié les lois qui sont sur cette mitzvah, maintenant que j'ai entendu une dracha sur pourquoi je dois faire ça comme ça, etc., je vois ça avec un éclairage complètement différent. Et je passe de achor be'achor à panim et panim. Et c'est à ce moment-là, comment je vis cette mitzvah, quand je fais la même mitzvah que je faisais de façon imposée, eh bien, c'est pas du tout le même ressenti. C'est exactement vena forhu. C'est exactement ça quand on dit dans la Megillah, d'accord, que vena forhu, que Akadosh Baruch Hu, il a inversé le pour, pardon, le destin, les dés qu'avait jeté Aman. Eh bien, au lieu que le décret il soit un décret de Xéra, un décret de Chazvé Shalom, d'extermination, Chazvé Shalom du peuple d'Israël, eh bien tout s'est transformé. Vena Forhu, ça se transforme en un instant. Un Baal Tshuva, en un instant, il voit différemment les choses qu'il voyait la seconde d'avant d'une autre façon.
Notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé à Purim, c'est exactement ça. Vena Forhu, et au bout du compte, Na Forhu, c'est-à-dire au lieu de dos à dos, c'est complètement l'inverse, ils se sont retrouvés face à face. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça que les jours de Purim, il y a beaucoup de choses à dire, bien sûr, encore là-dessus, mais que les jours de Purim, ils sont très très grands, et c'est Dafka, un jour qui n'a pas été un Yom Tov. Parce que justement, c'est en comprenant en prenant les choses de ce monde-ci, les choses du Chol, d'accord? Parce que c'est dans le monde du Chol qu'on peut prendre ces choses-là et voir comment notre relation avec Akadosh Baruch Hu, on doit la vivre d'une façon d'une façon panim bepanim, d'une façon pleine. Et c'est sur ça qu'il est dit dans la Megillah, si vous faites attention, à la fin de la Megillah, dans le Perek Tet, Pasuk Kav Zain, qui mouve et qui blou à Yehudim, et dans la Gemara de Masechet Shabbat Pechet Amud Aleph, il est marqué qui mou, mashekvar qui blou, c'est-à-dire ils ont maintenant appliqué ce qu'ils ont déjà reçu. À Shavuot, ils ont reçu la Torah, mais comme on dit, Kafa Aleem Arkegigit, ils ont reçu la Torah de façon imposée. À Kadosh Baruch Hu, il est descendu, il a donné la Torah à l'Ibné Israël. C'est vrai qu'ils ont dit Naaseh Benishma, mais à ce moment-là, ils ont reçu la Torah, c'est venu d'en haut vers le bas, comme un père vers un fils qui est encore petit. Mais les Bnei Israël, quand est-ce qu'ils ont, qui mouve et qui bloua, quand est-ce qu'ils ont vraiment reçu la Torah d'eux-mêmes, c'est quand ils se sont dit, malgré tout et envers tout, on va croire, on va aller d'après Mordechai. Bien que tout était à ce moment-là à l'inverse, d'accord? Eh bien, on va suivre Mordechai, qui représente la Torah dans ce monde-ci à cette époque-là. Eh bien, ils ont suivi Mordechai, ils ont fait les 3 jours de jeûne qu'avait demandé Esther, d'accord? Et à ce moment-là, ils ont reçu par eux-mêmes la Torah. C'est pour ça que c'est un jour qui est très 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 haut, le jour de Purim. J'espère qu'on aura la semaine prochaine l'occasion de compléter cela. En attendant, j'espère que ça vous a donné un autre angle de réflexion par rapport à Purim, Vena, Forou, et pourquoi ce jour il est tellement grand et comment on doit essayer de vivre ce jour dans une simcha de panim bepanim, justement, qu'on revient panim bepanim. Cette relation, on la vit tous les jours. Comme nous dit le Harizal, 3 fois par jour, quand on fait la Hamida, on arrive à panim bepanim. Tout le reste de la journée, on est à chor beachor. C'est une relation qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, où on doit tendre tout le temps pour même comprendre que les moments où on a l'impression qu'on est loin d'Akadosh Baruch Hu, c'est des moments qui sont des moments de Nessira, des moments de scission, qui sont là pour nous remettre au bout du compte. Il y a une lueur au bout du tunnel, d'accord, qui est là pour nous remettre panim bepanim et nous refaire vivre cette relation avec Akadosh Baruch Hu pleinement. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Shabbat Shalom.